Donc, c'est les résultats de l'étude sur l'état de santé des sols agricoles du Québec qui est en bonne partie, qui est financé par le MAPAC dans la même entente que mentionnait Patricia tout à l'heure. Un mandat spécifique qui nous a été donné à l'IRDA en cours depuis 2017 et qui doit se terminer en 2023, dont l'objectif général était d'évaluer l'état de santé des sols à l'horizon 2020. En sous-objectifs, on en a plusieurs. On est d'abord d'obtenir des données quantitatives sur les principales séries de sols cultivés. Beaucoup de gens se questionnaient sur l'état des sols. On avait des demandes à différents niveaux, des conseillers, des producteurs, des municipaux pour voir un peu dans quel état étaient rendus nos sols. Donc, ça prenait une caractérisation approfondie pour les différents types de sols. En deuxième objectif, on veut évaluer en quoi les diverses pratiques agricoles vont affecter la santé des sols. En troisième objectif, on veut voir comment la santé des sols influence finalement la productivité des cultures. On veut voir aussi comment les sols ont évolué depuis le dernier inventaire de 90 produit par l'équipe de Morton-Tabi et collaborateurs, les sols au MAPAC, en fonction des problèmes qu'on aura soulevés, et aussi prévoir un suivi dans le futur de ce type d'inventaire-là. Il faut mentionner que le projet ne s'est pas réalisé tout seul. Il y a une grosse équipe de réalisation derrière, dont les pédologues au départ, Catherine Bossé, Lucie Grenon et Michael Leblanc, ont été utilisés, ont servi à identifier les séries de sols et les sites sur le terrain en fonction des séries de sols visées. Des professionnels de recherche, le laboratoire agro-environnemental de l'IRDA qui a eu un gros ouvrage à réaliser pour les analyses, des étudiants gradués et finalement plusieurs autres chercheurs qui sont liés au projet. Pour mentionner aussi qu'il y a eu plusieurs équipes, dont peut-être certains parmi vous, qui ont réalisé les travaux sur le terrain. Des équipes de terrain qui ont été formées et mises en œuvre en 2018 et 2019 pour réaliser l'échantillonnage. Le protocole de l'étude et tout le matériel et méthode, la façon de faire a été présenté l'année dernière dans le cadre des webinaires Santé des sols. Je vais revenir brièvement là-dessus. Donc, on rappelle qu'il y a 71 séries de sols à l'étude, dont 3 en sol organique. Il y a 6 sites par série de sols qui sont échantillonnés, dont 4 cultivés, donc qui doivent représenter les conditions de culture actuelles, et 2 sites dans des conditions témoins qu'on a pris sous des friches, des haies-brise-vent, des bandes enherbées, des bords de clôture et autres, qui devaient présenter une bonne condition physique, idéalement sous plante pérenne, là, pour avoir vraiment un site témoin, des sols témoins en bon état. Sur chacun de ces sites-là, on a fait 4 profils, on a placé 4 profils sur le champ qu'on a échantillonnés, caractérisés. Et à l'intérieur de ça, on a 2 à 3 horizons échantillonnés par profil de sol dans l'horizon AP et l'horizon B. L'échantillonnage a été réalisé, comme j'ai mentionné tout à l'heure, entre mai et juillet 2018-2019. On a eu des mesures de rendement à la fin de la saison pour voir un peu comment ça influence la productivité. Et puis finalement, on a une enquête auprès des producteurs pour documenter les pratiques agricoles sur les 5 dernières années qui précédaient 2018 et 2019 au moment où on échantillonnait les sols. Là, je vais parler un peu des différentes séries de sols et des matériaux. En fonction des matériaux, on a regroupé les séries de sols en groupes de séries de sols, et ces groupes de séries de sols-là, on les a regroupés en 5 matériaux, principalement les argiles, les sols argileux, les sols loameux, les sols sableux et les tilles, ou les sols issus des dépôts morainiques, et finalement les sols organiques, sous lesquels on a 3 séries de sols dont je ne présenterai pas de résultats ici. Donc, pour ce qui est des sols argileux, on les a regroupés, ces 18 séries de sols évaluées, en 6 groupes de séries de sols qui évoluent de la plaine de Montréal ou des basses terres de la plaine de Montréal au Bas-Saint-Laurent, et au lac Saint-Jean, on en a quelques-uns, et en Abitibi-Témiscamingue. Ensuite, on a les sols loameux qui sont aussi répartis dans la plaine de Saint-Laurent, et quelques séries de sols aussi relevées à travers les Laurentides et au Témiscamingue. Les sols sableux asquelétiques se retrouvaient principalement encore là dans la plaine de Montréal dans le Bas-Saint-Laurent, un peu plus en amont dans les Laurentides ou dans les Appalaches.
Et finalement, les styles qui sont le plus important groupe de séries de sol, on en retrouve 22, regroupés en 7 groupes de séries de sol, à travers, encore là, la plaine de Montréal, étendue jusqu'en Estrie, en Chaudière-Appalaches, le long du Saint-Laurent et jusqu'à Matane-Matapédia pour les séries, à Amqui-Komi, Skizili, par exemple. Il faut rappeler que dans chacun de ces cas-là, il y a plusieurs critères qui ont servi à regrouper les séries de sol qui nous intéressaient, souvent par rapport à la classe de drainage, qui pouvait varier de mauvais ou très mauvais à très bon, très rapide ici dans les îles. La granulométrie du matériel, qui peut varier de l'aumeux fin à l'aumeux grossier jusqu'à squelettique. On parlait tout tantôt des sols sableux à squelettiques. C'est les sols squelettiques sont ceux qui ont plus que 35 de leur volume en gravier ou supérieur à 2 mm. Donc, toutes sortes de graviers, des fois, c'est des schistes. Donc, tous ces sols-là sont considérés comme des sols squelettiques. Il en existe, ils sont importants. Et ensuite, on a un dernier critère qui servait à trois autres critères qui servent à séparer le mode de déposition, la classe de réaction qui est d'acide à neutre ou à alcalin dans certains cas, donc pour les sols argileux, et finalement la sous-région pédologique dans lesquelles on retrouve ces séries de sols-là. Donc ça, c'est ce qui nous a permis de faire des groupes de séries de sols. Les indicateurs que je vais vous présenter aujourd'hui sont essentiellement au nombre de 4. Le carbone total qui va représenter l'évolution de la matière organique du sol. On va parler du diamètre moyen pondéré en fin de présentation qui va représenter un peu l'évolution de la structure du sol ou son état là, au niveau structural, comment les agrégats sont formés et à quelle grosseur on les retrouve. On va regarder en deuxième position la macroporosité qui est une évaluation de l'aération du sol ou son niveau de compaction. Et finalement, au niveau de fertilité, on va regarder l'indice Mélich-3. Bon, ça, c'est 4 indicateurs. Il faut rappeler qu'on en a peut-être 50 à 60 sous la loupe à travers, qu'on va présenter sous 4 tableaux dans les indices physiques, les indices chimiques, les indices chimie-fertilité, les indices plus biochimiques reliés au carbone. Et finalement, on va faire un tableau généralisé là, pour parler de charge à l'hectare. Donc, ça, c'est un premier tableau là, où on présente 4 évolutions de façon grossière, 4 indicateurs qu'on a un peu qualifiés en fonction de leur état, en fonction des 3 profondeurs mesurées, dans l'AP1, dans l'AP2 et dans le B, on va revenir là-dessus, en fonction de si c'est un site cultivé ou un site témoin. Donc, on compare les sites cultivés à des sites témoins, on a en fonction des matériaux parentaux et finalement en fonction des groupes de séries de sol qui varient à l'intérieur de ces matériaux parentaux-là. Pour ce qui est des horizons échantillonnés, on rappelle ici que l'horizon AP1 est celui qui a été échantillonné à la surface de 0 à 10 cm pour caractériser un peu l'effet de l'avènement du travail réduit, du semi-direct, ces 20-30 dernières années qui a lentement pris de l'importance. On voit un peu comment cette couche de surface-là, elle évolue en fonction de la deuxième partie du AP, donc qu'on a qualifié ici dans l'AP2. En général, l'AP2 était échantillonné sur 15 cm de profondeur, puis finalement, on a échantillonné un 3e horizon dans l'horizon B, donc dans les 15 premiers centimètres de l'horizon B qui était placé selon la profondeur du AP2. Qui peut varier des fois de 15 à 40 cm de profondeur. Donc, pour ce qui est du premier indice, la teneur en carbone total, qui va être notre indicateur de teneur en matière organique, on peut considérer un seuil critique de matière organique de 4 qui est à la marge un peu entre les sols pauvres et moyens de l'inventaire de 90. On avait une valeur de 3,5 en texture légère, de 4,5 en texture lourde. C'est peut-être pour ça qu'on a retenu un niveau de 4,4 dans le programme d'agriculture durable. Et puis, on peut voir que ce seuil critique de 4 est équivalent aussi à un seuil critique de 2 où c'est celui qu'on a retenu en Europe. En général, on a le même seuil critique à peu près à 2 Puis, lorsqu'on utilise un facteur de conversion de 2 au lieu de 1,724, on peut voir que finalement, le niveau de matière organique est égal à 2 fois celui de la teneur en carbone. On a plusieurs études plus récentes qui démontrent que souvent le fameux facteur de conversion de 1,724 est plus souvent près de 2 que de cette valeur-là initiale.
dans différentes revues de littérature. Et puis, donc, c'est celui qu'on a adopté ici pour l'instant pour un peu définir un seuil critique là, de teneur en carbone total, ici à 2 pour un peu comparer nos différents types de sols. Donc, ici, la première diapo nous permet de voir d'emblée que les sols témoins qui sont en vert ici et les sols en orange qui sont les sols cultivés. En général, les sols cultivés ont une teneur en matière organique toujours un peu plus élevée, surtout dans l'AP1 et dans l'AP2, pour les différents groupes de sols. Ici, on a les sols argileux, les sols laumeux, les sols squelettiques et les sols glaciaires. Ici, oubliez ça, ce n'est pas le groupe de sols laumeux, je ne sais pas ce que ça fait ici. Mais bon, pour les différents groupes de matériaux, on a généralement, en moyenne, une légère augmentation, un niveau un peu plus élevé que dans les sols cultivés. Puis c'est un peu à ce qu'on s'attend lorsqu'on considère que nos sols, on les a échantillonnés dans des prairies, dans des sols sous culture pérenne, dans des friches, etc. Donc, on s'attend à des niveaux de matière organique un peu plus élevés et intéressants pour éventuellement comparer nos différents sols cultivés. On peut mentionner aussi que ces niveaux sont un peu plus faibles là, pour certains groupes, là, les sols laumeux, les sols sableux squelettiques dans l'AP1, dans l'AP2 ici. Et puis qu'en général, on a une proportion de sols ici qui est sous le 2 On voit en général que la proportion de sols qui sont sous ce seuil critique-là est plus souvent importante dans les sols sableux à squelettiques en moyenne. Dans les sols cultivés. On peut se retrouver aussi relativement faible aussi de façon naturelle, en profondeur, même dans les sols témoins. Mais ce seuil-là est plus souvent plus faible en surface. Là, donc, le seuil de 2 est essentiellement utilisé pour les horizons AP1 et AP2. Et puis, on voit que ces seuils-là sont plus souvent sous la marge du 2 pour les sols sableux en général. Si on regarde plus spécifiquement les différents sols, les sols argileux, les différents groupes de sols argileux, on peut voir une légère augmentation à partir du moment où on passe de la plaine de Montréal au Bas-Saint-Laurent, au Lac-Saint-Jean, la Abitibi-Témiscamingue. On voit que ces niveaux de matière organique-là dans les sols cultivés sont relativement plus faibles et surtout plus faibles par rapport aux sites témoins dans les groupes 2 et 3, sous les séries de sols d'Alousie, Kirkosky, Saint-Laurent-Chambly, Providence, Rideau, Saint-Blaise, etc. Et puis, donc, dans les sols de la région de la plaine de Montréal. Et puis, on a un peu le même effet pour les sols laumeux. Ici, on parle strictement des différents groupes de sols laumeux. On a un peu le même effet. Les sols laumeux accusent généralement des niveaux plus faibles dans les séries de sols d'Évrard, Baudette, Sainte-Barbe, Saint-Hyacinthe, etc. Donc, ça, c'est des tendances générales pour les séries de sols. On verra dans l'étude plus tard comment les différentes pratiques vont affecter ces niveaux de matière organique-là. Mais là, c'est juste une vue d'ensemble sur les différents groupes de séries de sols qui sont affectés et les séries de sols plus particulièrement. On peut aussi observer qu'en Abitibi-Témiscamingue, on a aussi des niveaux un peu plus faibles ou plus proches du seuil de 2 dans les séries Baby et Duhamel. Pour ce qui est des sols sableux squelettiques, on a des baisses plus importantes dans les séries de sols-là, encore plus souvent dans la plaine de Montréal, mais on en a également aussi dans les autres régions, Chaudière-Appalaches, Bas-Saint-Laurent, sur les séries Orléans, Saint-André, Saint-Nicolas, qui sont plus souvent cultivés en culture maraîchère ou en pomme de terre, dans la plaine du Saint-Laurent. Et puis peut-être on a peut-être moins de problèmes dans les autres séries de sols des Laurentides, des Chaudière-Appalaches, pour ce qui est des sols sableux à squelettiques. Les sols issus des dépôts glaciaires ou des îles, on a des légères baisses ou proches des valeurs critiques, plus souvent encore là dans la Montérégie, mais ce n'est pas encore complètement alarmant. Peut-être un peu plus ici sous les séries Rimbaud et Sainte-Brigitte, mais c'est peut-être moins alarmant. Okay. Donc, en général, par rapport au statut de la matière organique, on voit que nos sols cultivés sont souvent légèrement inférieurs, ont des niveaux de matière organique légèrement inférieurs à ceux de nos sites témoins. Les baisses de matière organique sont toujours plus importantes dans les sols sableux à squelettiques et éventuellement aussi dans les îles.
Puis, on a une influence aussi des régions, du climat, finalement, qui conditionne les cultures annuelles, puis l'intensité des cultures, l'intensité des pratiques. Donc, dans les régions plus méridionales, on a des baisses de matière organique plus importantes que dans les régions plus septentrionales ou nordiques. Donc, on va passer maintenant à la macroporosité, compaction et aération du sol. En général, donc, j'ai un peu le même portrait par grands groupes, par grands matériaux, les sols argileux, les sols laumeux, les sols sableux squelettiques, les sols glaciaires. On a utilisé un seuil critique de 10 ou de 0,1 cm3 par cm3 lorsqu'on a moins de 10 d'air, de volume d'air. La macroporosité, finalement, caractérise une aération, un volume d'air ou un volume qui se situe entre la porosité totale lorsque le sol est saturé en eau et la porosité qu'on obtient à 10 kPa de tension dans le sol. Donc, entre les deux, on a un certain volume d'air ou d'eau qui peut être plus libre et plus favoriser davantage les échanges. Et lorsque ce volume d'air-là est inférieur à 10 en général, on considère qu'on a des problèmes d'aération. Donc, on va surtout regarder en profondeur dans le dé comment ça se propage, mais on voit en général que les sols argileux et les sols laumeux manquent plus souvent d'air que les sols sableux, par exemple, qui sont souvent en dessus de ce 10 Donc, encore là, par rapport à nos sites témoins, on voit que nos sites témoins vont toujours être utiles pour un peu qualifier les sols cultivés. Et encore là, on voit, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, les sols sableux qui ont un état en général, même dans les sols cultivés, autant que dans les sols témoins, ont un statut ou une aération suffisante, donc pas nécessairement critique quand on les regarde dans leur ensemble. Maintenant, si on va regarder, donc comme je mentionnais, les sols argileux, les sols laumeux sont ceux qui sont plus souvent sous ce seuil-là. Maintenant, si on regarde de façon par rapport à la proportion des séries, du nombre d'observations qui sont sous ce seuil-là, on voit que c'est vraiment plus critique dans les sols argileux et les sols laumeux. Donc, nos sols témoins qui sont toujours un peu mieux que les sols cultivés, mais grosso modo, je devrais peut-être regarder en avance mes slides, là, mais bon, les sols sableux ne manquent pas d'air en profondeur. Ce n'est pas un problème pour ces sols-là. C'est plus souvent un problème pour les sols argileux et les sols laumeux. Maintenant, si on regarde plus spécifiquement les sols argileux, on a des manques d'air ou une macroporosité qui est déficiente dans les séries de sols, en général en Montérégie. Et puis, ça peut être aussi critique dans les séries de sols du Bas-Saint-Laurent, mais peut-être moins important dans les séries de sols argileux, des sols argileux qu'on a échantillonnés au lac Saint-Jean et en Abitibi-Témiscamingue, malgré qu'il y a quand même une certaine variation. Pour ce qui est des sols laumeux, on a un peu toujours les mêmes tendances. Les sols de la région de la plaine du Saint-Laurent sont plus souvent en manque d'air, surtout dans l'horizon B, peut-être un peu moins dans l'horizon AP2. C'est à la limite proche d'un manque d'air. Mais on retrouve aussi un manque d'air, un manque de macroporosité dans les séries de sols qu'on a échantillonnées dans les Laurentides, les séries de sols Bouchette et Montserrat. Pour les sols sableux squelettiques, comme on l'a mentionné tout à l'heure, ce n'est pas nécessairement critique, mais on voit quand même une certaine différence pour certaines séries de sols dans la plaine du Saint-Laurent, à Saint-Damas, où on a quand même une diminution importante par rapport aux sols cultivés. Et finalement, dans les dépôts glaciaires, on a des baisses de macroporosité, encore là, dans les sols qui ont été échantillonnés dans la Montérégie ou dans la plaine du Saint-Laurent, Bedford, Mont-Boucherville, Rimbaud, Sainte-Brigitte. Et puis aussi dans la région des Appalaches et de l'Estrie sur les séries de sols Calais, Dufresne, Magog. C'est des séries qui ont plus été échantillonnées en Estrie. Donc ici, on avait des problématiques un peu plus importantes. Donc en résumé, on a par rapport aux sites témoins une diminution de la macroporosité dans les sites cultivés en général. Elle est plus élevée de façon naturelle dans les sols sableux squelettiques, c'est ce qu'on s'attend généralement. Finalement, on a des diminutions dans les sols argileux et les sols laumeux, mais plus souvent, encore là, dans les contextes plus méridionaux, où on a une intensité des cultures plus importante. Et finalement, dans les tilles, on a observé des diminutions, mais ça pourrait être lié, donc le dernier slide que je vous ai présenté, ça pourrait être lié plus souvent aux sols qui présentent des mauvais drainages ou encore là, dans des contextes plus méridionaux.
Petite remarque, ici, on a fait une mesure, une évaluation de la teneur en air au champ au moment où on a échantillonné les sols, les cylindres. On a pu évaluer la teneur en air. On voit que cette teneur en air-là au champ est très corrélée à celle de la macroporosité qu'on a mesurée au laboratoire, qu'on a pris sur les mêmes cylindres éventuellement. Mais on voit que si on pouvait nous éviter, on a en grosso modo les mêmes, on verra dans les publications qu'on va faire plus tard, qu'on a à peu près les mêmes constats sur la teneur en air au champ que ceux sur la macroporosité. Donc, cette évaluation-là au champ pourrait être utile pour qualifier un peu la condition physique des sols. Le prochain indicateur que je veux rapporter ici va être celui du diamètre moyen pondéré des agrégats, qui a été relevé principalement dans l'horizon de surface à 10 cm de la surface du sol. On a prélevé des blocs de sol et puis on a évalué dans une baratte au laboratoire la stabilité des agrégats. Cette stabilité-là va varier de 0 à 6 mm. C'est le diamètre moyen pondéré qu'on a qualifié, varie de 0 à 6 mm. On voit que nos sols témoins, finalement, présentent toujours ou pratiquement toujours des diamètres moyens pondérés plus élevés que les sols cultivés. On voit que les sols argileux, en général, ont un diamètre moyen pondéré des agrégats plus élevé que les autres groupes ou les autres matériaux parentaux, ce qui est à peu près normal. On voit que ce diamètre moyen pondéré des agrégats où la structure des sols est plus faible ou est moins naturelle dans les sols sableux. Donc, c'est ce qu'on s'attend à voir aussi. La structure, les sols sableux sont généralement moins structurés que tous les autres sols. De façon plus détaillée, on voit que les sols de la région, encore là, de Montérégie, Plaine de Montréal, accusent en général une légère diminution du diamètre moyen pondéré par rapport au sol témoin. Mais cette diminution-là est aussi apparente aussi dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour les deux séries de sols évaluées, Héberville et Normandin. Pour ce qui est des sols laumeux, on a aussi encore une tendance vers la diminution du diamètre moyen pondéré dans la région de la plaine du Saint-Laurent et un peu aussi un effet du genre dans les sols argileux ou les sols laumeux de l'Abitibi-Témiscamingue. Dans les sols sableux squelettiques, comme on l'a mentionné tout à l'heure, en général, le diamètre moyen pondéré est toujours plus faible que dans les autres types de sols, mais on a noté quand même une diminution de la stabilité des agrégats dans les séries de sols Aston, Saint-Damas, dans la plaine du Saint-Laurent et Achigan, Joseph et Valère, mais également aussi dans la plaine du Saint-Laurent, dans les séries de Saint-Jude et Uplands, qui ont des caractéristiques un petit peu différentes des autres types de sols sableux ici. Pour ce qui est des sols issus des dépôts glaciaires ou des tilles, on a des baisses. Le diamètre moyen pondéré n'est pas tant affecté que ça par les pratiques culturelles ou par l'intensité de la culture. On voit peut-être une petite baisse ici dans les séries Rimbaud et Sainte-Brigitte par rapport aux sols témoins, mais en général, ce n'est pas le cas pour les autres séries de sols, ou les autres groupes de séries de sols. Donc, en général, toujours les mêmes constats. Le diamètre moyen pondéré est plus faible dans les sites cultivés par rapport aux sites témoins. La diminution des sols argileux est toujours plus importante dans les sites plus intensifs, des séries de sols plus intensivement cultivés dans la plaine du Saint-Laurent, mais également, on retrouve quelques diminutions dans la région du Lac-Saguenay, Lac-Saint-Jean et l'Abitibi-Témiscamingue. On a dans la plaine du Saint-Laurent des diminutions dans les sols sableux fins ou minces sur argile et puis finalement des diminutions moins importantes dans les sables plus grossiers et dans les tilles. Le dernier indice que je vais vous présenter est celui du phosphore, ou plutôt de l'indice de saturation en phosphore qui est utilisé dans les PAF, dans les plans agro-environnementaux de fertilisation. Ici, j'ai plutôt retenu un indice, deux indices, celui pour le groupe 1A des sols argileux lourds qui est présenté dans le greffe, où on a un indice, un seuil à 6 %. Et puis pour les sols sableux ou les sols plus légers, groupe G3, on a un indice à 15 %. Malgré qu'on va comparer tous nos matériaux parentaux sur les différents groupes, ça va quand même nous permettre de voir les grandes tendances. En général, on peut voir encore là que
les sols argileux sont relativement peu saturés, en tout cas en moyenne, sont sous le seuil de saturation de 6 tandis que les sols sableux, ils sont relativement plus proches. Ils sont toujours en dessous de leur seuil de saturation à 15 mais ils sont relativement plus saturés quand même dans leur ensemble. Donc, si on ramène ça aussi par rapport au nombre d'observations qui sont sous le seuil de 6 on voit que c'est plus souvent le cas dans les sols argileux et dans les sols laumeux, que ce soit pour les séries de sols témoins, dans les sols témoins en verre ou dans les sols cultivés. On a quand même 70 ou 79 des observations qui sont sous le seuil de 6 pour les sols cultivés, les sols argileux. Et on a un chiffre beaucoup plus faible pour les sols sableux. En général, on est en dessus de 6 ou en dessous de 6 pour 27 et 37 des observations. Fait à noter aussi, en général, en profondeur, on est à 97 ou 87 94 sous le seuil de 6 pour les horizons B de la plupart de nos matériaux. Mais ce seuil-là a tendance à augmenter ici pour les sols sableux squelettiques, où on a comme une certaine migration, malgré que ce soit des podzol en général, une migration du phosphore en profondeur. Si on regarde par rapport au nombre de fois que l'indice de saturation dépasse 15 on voit que c'est relativement un peu fréquent dans les sols argileux, et tant mieux, mais c'est relativement plus fréquent dans les sols sableux pour lesquels, en général, on s'attend à ce que l'indice de saturation soit plus élevé, mais quand même, au-delà de 15 dans les sols sableux, c'est quand même spécial. Encore là, dans les horizons en profondeur, ce seuil-là est très rarement dépassé ou jamais dépassé dans les sols, la plupart des matériaux, sauf dans les sols sableux squelettiques. Bon, ici, on ne voit pas très bien là, les moyennes ou la distribution des observations, mais grosso modo, on voit en général que dans les sols argileux, ces seuils-là augmentent, que ce soit surtout dans les sols cultivés. Ce seuil-là dépasse plus souvent 6 dans les sols de la Montérégie, que ce soit dans les séries Sainte-Rosalie, Saint-Urbain, Dalhousie, Kierkowski, Saint-Laurent, etc., que dans les autres groupes de sols des autres régions. Donc, c'est moins inquiétant en Bas-Saint-Laurent, Saguenay, etc., la Abitibi-Témiscamingue. Ce seuil-là est moins souvent dépassé, du moins la moyenne de ces observations-là est sous le seuil de 6 Pour ce qui est des sols laumeux, on voit encore là que ce seuil-là dépasse le 6 et avoisine le 15 dans certains groupes de séries de sols, l'Évrard, Baudette, etc. Et en général, on est sous ce seuil, on reste toujours sous le seuil de 6 pour les autres sols laumeux des autres régions. On a dans les sols sableux des niveaux qui excèdent en moyenne le 19 et le 16 pour les séries Aston-Saint-Damas dans la plaine du Saint-Laurent, mais également aussi pour les séries de sols Orléans, Saint-André, Saint-Nicolas dans la région de Chaudière-Appalaches et du Bas-Saint-Laurent. Encore là, Saint-Jude et Uplands dans les plaines de la plaine du Saint-Laurent, des niveaux qui dépassent encore là le seuil de 15 en moyenne pour ces sols sableux-là. Pour ce qui est des sols sur les dépôts morainiques ou les dépôts glaciaires, on a des seuils, des moyennes d'ISP qui dépassent les seuils pour les séries Rainbow et Sainte-Brigitte en Montérégie et moins souvent des cas de dépassement dans les autres groupes, malgré qu'on a des 13 10 là, quand même qui sont relativement élevés pour des sols plutôt laumeux ou laumeux fins. Donc, en général, les sols ne dépassent pas les seuils de saturation fixés pour les groupes G1, G2, G3, sauf en moyenne, on pourrait dire en moyenne. Mais quand on regarde par grand groupe ou par type, par série de sols, on voit que l'ISP dépasse plus souvent ces critères dans les sols de la plaine du Saint-Laurent, de Chaudière-Appalaches et de l'Estrie, où sont concentrés les élevages. Donc, l'ISP reflète l'état naturel, l'état plus enrichi en phosphore des sols, de la plaine du Saint-Laurent, de Chaudière-Appalaches et de l'Estrie, mais aussi l'état général des sols plus dégradés dans ces régions-là. Donc, on voit que tout ça semble en partie du moins relié. Donc, ça fait partie, ça résume en grosso modo
Les grandes conclusions à date, c'est juste un portrait général de l'état de la situation. Bien sûr, on va avoir un rapport présentant l'état des sols cultivés par groupe de séries de sols en fonction de beaucoup d'indicateurs, beaucoup plus d'indicateurs, comme je l'ai mentionné. On a peut-être 50 à 60 qu'on a retenus, on va voir si c'est toujours pertinent ou si ce n'est pas trop redondant de les présenter. Et on va avoir donc 25 tableaux, 25 comparaisons par groupe de séries de sols dans lesquels on va retrouver 3 à 4 tableaux là, pour résumer l'information. Donc, 25 fois 3 à 4 tableaux pour présenter l'état général des sols. On va avoir ensuite une synthèse des principaux problèmes rencontrés, puis on va avoir un autre rapport ou une autre étude qui va détailler un peu, qui va faire un lien vers les pratiques agricoles qui ont été recensées et l'état des sols qu'on a mesuré, puis finalement la productivité des cultures qui a été mesurée, voir un peu comment la productivité des cultures est affectée par les différents états qu'on a mesurés. Donc ça, c'est prévu pour fin mars 2022-2023. Et puis, en marge de ça, on a quand même d'autres projets qui sont issus de ce projet-là, qui vont valoriser les données. On a le développement d'indicateurs pour évaluer la qualité physique des sols avec des applications mobiles, donc un indicateur qui est basé sur une évaluation visuelle et aussi un indicateur qui va être basé sur l'analyse d'image. Si c'est concluant, en prenant une image, on pourrait évaluer un peu l'état d'agrégation des sols, ce qui nous permettrait d'avoir des avancées rapides ou nous permettrait de cumuler de l'information rapidement sur l'état physique des sols. Finalement, on aura le développement d'une application, d'une plateforme de diffusion et d'interaction avec des données de l'ESSAC permettant aux intervenants de se situer par rapport à certains indicateurs de santé des sols et aussi de fournir un aperçu peut-être plus régional de la condition des sols. Donc, ça fait le tour de ce que j'avais à présenter. Éventuellement, je vois que j'ai été très rapide ou beaucoup trop rapide. S'il y a des questions, on va pouvoir peut-être revenir sur des états particuliers. Je dois rappeler que l'équipe de réalisation, elle est relativement importante et bon, souligner l'importance. Je vais aussi souligner la collaboration des gens qui sont à bord. Et puis, ça fait le tour. Donc, je serais prêt à prendre des questions à partir de ce moment. Je vais passer aux questions parce qu'on en a eu quand même quelques-unes. Dans le fond, il y a quelqu'un qui te demandait de commenter le seuil de 10 de macroporosité. Il se demandait si ce n'était pas un peu faible. Dans le fond, pourquoi vous avez utilisé le 10 finalement? Bien, c'est vraiment la limite critique sous laquelle on a vraiment une réduction de la diffusion des gaz. C'est un seuil qui est utilisé aussi en Europe, même pour qualifier l'état de compaction, même pratiquement de façon législative en Allemagne, par exemple. Donc, c'est un seuil qui est reconnu dans la littérature. Il va falloir qu'on va le documenter un peu, mais c'est sûr que ce seuil-là, il n'est pas souvent rencontré dans les sols argileux et les sols loameux de façon naturelle. On peut le voir par rapport à nos sols témoins. Même si nos sols témoins sont supposés d'être dans un état physique toujours plus intéressant, c'est vrai qu'on n'observe pas en général, on est dans les diamètres moyens pondérés. De façon naturelle, ce seuil-là, on ne l'observe pas si fréquemment. Là. Donc ici, même ici, nos sols témoins là, sont en dessous de 10 c'est rare, là, mais tu vois ici, peut-être au Saguenay-Lac-Saint-Jean, nos deux séries de sols ici sont juste au seuil de 10 là, mais c'est vrai que c'est un seuil assez critique. Modo, c'est qu'on va se servir justement des sols témoins pour qualifier l'état de macroporosité des sols cultivés. Là. Donc, grossièrement, c'est un peu ce qui explique le seuil choisi. Là. Parce que, pour les sols loameux aussi, les sols loameux, on voit que les sols témoins sont peut-être ici dans la plaine de Montréal plus souvent proches du 10 mais encore là, dans les Laurentides, Abitibi-Témiscamingue, on est encore en dessous, là, à 0,07 ou 7 si on est à 9 là, donc, effectivement, le seuil est assez critique. Là. Assez difficile à obtenir pour plusieurs types de sols. Par contre, c'est moins difficile là, dans les sols sableux, là, comme on l'a mentionné tout à l'heure, malgré qu'ici, on a des sols sableux fins qui ont les autres sont à 14 ici, ils sont corrects. Là. Okay. Bien, merci pour
supplément de précision. L'autre question, c'est on se demandait si vous auriez des résultats, mais pour de la compaction profonde à 40 cm dans le cadre de l'étude. Est-ce que vous avez mesuré des choses par rapport à ça? Les profondeurs ne sont pas rapportées ici, mais dépendamment de la profondeur de l'horizon AP. Si l'horizon AP faisait 25 cm, bien, nous, on allait échantillonner l'horizon B ici, 15 cm à partir du AP. Donc, ça allait jusqu'à 40 cm. Mais si l'horizon B, mais dans ce cas-ci, on n'allait pas plus que 40 cm. Donc, on n'a pas qualifié la compaction profonde au-delà de 40 cm. Si l'horizon AP faisait 30 cm ou 35 cm, bon, là, on a donc qualifié, on a pris les échantillons ou qualifié l'horizon B dans le 15 cm plus bas. Donc, on est allé jusqu'à 45-50 cm. Mais effectivement, la compaction profonde n'a pas fait l'objet d'une caractérisation approfondie ici. Bien, merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui demandait si c'était prévu d'effectuer éventuellement une analyse du volet microbiologique des sols. Bien, ça, oui, effectivement, on a. J'ai oublié de le mentionner. Ben, je ne l'ai peut-être pas mentionné particulièrement, mais il est venu se greffer une autre étude par l'équipe du Dr. Richard Hogg chez nous à l'IRDA, qui va avoir fait qui aura analysé la métagénomique du microbiome d'à peu près 33 ou 35 séries de sols qui ont été retenues parmi les 71 séries de sols. Donc, oui, ça va être fait par l'équipe, en bonne partie par l'équipe du Dr. Richard Hogg. Oui, bien d'ailleurs, s'il y en a qui veulent réécouter le webinaire, M. Hogg avait quand même présenté un peu son projet l'année passée. Là. Il y avait probablement pas tous les résultats, mais il avait quand même présenté des choses. Fait que si vous allez réécouter là, dans la série de webinaires passés, la conférence de M. Hogg, bien, vous aurez sûrement des réponses par rapport à ça. La prochaine question, M. Gasser, ça serait, on demandait si vous alliez évaluer ou estimer la capacité de rétention en eau ou le volume d'eau utile à la capacité au champ. Est-ce que vous aviez prévu des choses là-dessus? Ben, on a une mesure à 10 kPa. C'est sûr que la teneur en eau à capacité au champ est toujours un peu la tension la tension ciblée ou la tension modèle pour évaluer la capacité de rétention en eau ou la capacité au champ est toujours sujet à discussion. On peut utiliser 33 kPa, mais pour certains, cette valeur-là est beaucoup trop élevée ou ne correspond pas à la teneur en eau à capacité au champ. Donc, on pourrait utiliser 5 kPa, 10 kPa. Ici, pour évaluer la macroporosité, on a évalué une teneur en eau à 10 kPa. Donc, on a cette donnée-là, mais on n'a pas la courbe de tension complète là, qui aurait coûté beaucoup plus cher là, pour faire cette évaluation-là. Mais encore là, la teneur en eau qu'on a au champ au moment de l'échantillonnage, elle a été mesurée, évaluée de différentes façons sur différents échantillons. Donc, on a une teneur en eau au champ quand elle a été mesurée. Donc, ça va être une bonne approximation pour la plupart des séries de sols. On va pouvoir peut-être fournir cette donnée-là pour un peu qualifier cette teneur en eau modèle, teneur en eau de capacité de rétention en eau, de capacité au champ, qui va pouvoir être déduite de l'ensemble des observations. Merci, M. Gasser. La prochaine question, on demandait en ce qui concerne les pourcentages d'ISP, les valeurs avoisinant les 50 %, est-ce que c'est le phosphore ou l'aluminium ou les deux qui font atteindre de tels pourcentages? Les deux à quelque part, influencent l'indice de saturation en phosphore. C'est sûr qu'au dénominateur, l'aluminium, on prend pour acquis qu'il est relativement invariable, mais on sait qu'il varie un peu en fonction du chaulage, de l'acidité des sols. Mais normalement, on le prend pour invariable. Et vu que ces teneurs-là les teneurs en aluminium, extrait MLH3 ou extrait de différentes formes, sont beaucoup plus faibles dans les sols argileux, on s'attend justement à ce que les seuils de saturation sont beaucoup plus rapidement obtenus dans les sols argileux que dans les sols sablés où les niveaux d'aluminium sont beaucoup plus importants. Donc, les deux sont utilisés pour faire le calcul, mais on s'attend à ce que l'aluminium soit plus invariable. Alors, par contre, il y a une certaine variabilité quand même là, en fonction des pratiques. Et éventuellement, ce qui varie beaucoup, c'est la teneur en phosphore. Puis quand on va présenter les teneurs en phosphore des sols, on va voir que dans les sols sableux, on a des niveaux très, très élevés
beaucoup plus élevé que ce qu'on a dans les sols argileux, même à se poser des questions, savoir où s'en va le phosphore sur les sols argileux si on applique à peu près les mêmes quantités de phosphore. Si on va dans malin, les différents types de sols, c'est sûr qu'on n'applique pas les mêmes quantités, mais les élevages sont concentrés dans les mêmes régions où on retrouve à la fois des sols argileux et des sols sableux. Et puis, si on a les mêmes régimes d'apport sur les sols argileux, puis qu'on a des faibles niveaux de teneur en phosphore dans ces sols-là, on peut se demander où ça s'en va. Merci beaucoup. La prochaine question, dans le fond, je ne sais pas si vous allez pouvoir y répondre parce que je ne sais pas si vos résultats se rendent là. Vous pourrez peut-être parler si ça va se faire. En fait, la question, c'est la variabilité de la DMA dans les sols cultivés est beaucoup plus grande que dans les sols témoins. Avez-vous observé une corrélation entre le diamètre moyen des agrégats versus les pratiques culturelles, rotation des cultures, culture pérenne, etc.? C'est clair que c'est la prochaine étape de l'analyse de l'étude. Nous allons faire des liens vers les différentes pratiques que nous avons répertoriées ou enquêtées. Donc, on va soit regarder l'ensemble des pratiques sous format brut, c'est-à-dire tout ce qui a été déclaré durant les 5 dernières années en termes de culture, de pratiques d'engrais verts, de culture de couverture, d'intensité de travail de sol, où on a demandé de préciser le type de travail qui a été fait, certaines informations plus générales à chaque année durant les 5 dernières années. On va tenter de faire un lien entre ça et puis l'état des sols qu'on mesure, dont le diamètre moyen pondéré des agrégats. Puis on s'attend à ce que, justement, sous les sols cultivés, ce soit beaucoup plus variable que sous les sols témoins qu'on a essayé de choisir dans les meilleures conditions. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait une bonne variabilité dans les sols cultivés. Ceux qui sont justement sous des bonnes pratiques, ils vont peut-être avoir des niveaux plus élevés de diamètre moyen pondéré. Et puis, ceux qui sont davantage cultivés intensivement ou le sol est travaillé de façon plus intensive, vont avoir des diamètres moyens pondérés beaucoup plus faibles que ce qu'on devrait retrouver en moyenne ou comme variation dans les sols témoins. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais éventuellement, oui, ça fait partie des prochaines parties à analyser. Là. Mais merci beaucoup pour les précisions. La prochaine question, dans le fond, c'est qu'on vous demande, dans votre avis, en prenant la moyenne de matière organique dans les sols agricoles du Québec, là, tout sol confondu dans les premiers 30 cm, est-ce qu'on peut penser augmenter cette moyenne? Et de combien de points de pourcentage environ, disons, dans un horizon de 10 ou 20 ans? Est-ce que c'est possible? Effectivement, la question est très bonne. Quand je voyais nos résultats, je me posais la question, oui, l'objectif du PAD qui est d'augmenter à 85 les surfaces qui ont plus de 4 de matière organique. Je regardais en gros ce qu'on a déjà en main. Donne l'impression que ça ne sera pas évident. On dirait qu'on n'a pas grand-chose à faire en général, mais c'est pour ça que je crois qu'on va devoir établir des seuils qui vont peut-être être plus dépendants des. J'essaie de mettre mon partage d'écran pour voir les données. Ce qui est difficile prenez votre temps, on a le temps. OK, donc, OK, ça marche. Donc, on voit en général, pour les sols cultivés, les sols témoins, on est toujours en haut de cette barre de 2 ou 4 de matière organique. Mais pour les sols cultivés, de temps en temps, on est à certaines fois près de ce seuil-là. Donc, ici, pour l'horizon AP1 dans les sols loameux, peut-être dans les sols sableux, ça va être un peu plus critique. Tu as 1,83 en moyenne. Et c'est pour ça que c'est bien beau regarder ça en moyenne. Il faut regarder peut-être les grandes tendances par groupe de séries de sols. Puis à l'intérieur de ces groupes de séries de sols-là, il y a probablement des sols qui sont beaucoup plus affectés à la baisse, comme ici en Montérégie, on est à 1,7. Même dans les sols témoins nos sols témoins ici du premier groupe n'étaient pas nécessairement idéaux. Mais on a ici une valeur qui est presque sous ce seuil-là pour des sols argileux, alors que ces sols argileux-là devraient avoir des teneurs en matière organique beaucoup plus élevées normalement lorsqu'on a de l'argile. Et puis, la même chose, ici, les sols loameux, c'est moins critique. On est en général en moyenne un peu plus souvent en haut de 2 là, mais il y a quand même certains sols un certain nombre d'échantillons qui se sont retrouvés sous les 2 Et puis, c'est surtout sous les sols sableux qu'on va avoir des niveaux plus faibles là, à 1,2 1,7 puis ça, on le sait, en général, les gens savent que les niveaux de matière organique dans les sols sableux sont plus souvent difficiles à maintenir à des seuils optimaux. Mais dans certaines régions, on a quand même des seuils intéressants, 2,4 Donc, les
Ici, on a des séries de sols qui sont même cultivés en pommes de terre, morin, etc. Je n'ai pas ici la liste, là, mais on a des sols qui, habituellement, peuvent être sujets à des baisses de matière organique, mais qui ont réussi quand même à maintenir des niveaux plus élevés. Donc, la question étant à savoir, est-ce qu'il y a encore de la place pour améliorer ou augmenter les niveaux de matière organique? Dans certains types de sols, oui. Il faudra voir justement en détail où ça se trouve et peut-être en fonction des pratiques qui sont déployées. Donc, ou des cultures. Donc, les pratiques, ça inclut à la fois les régimes de culture, les pratiques de conservation, l'intensité de travail de sol, les apports en matière organique, etc., là, qui peuvent conditionner là, les apports de carbone. Encore là, comme faut le rappeler, par exemple, pour les sols argileux, on voit qu'il y a quand même un gradient important. Voyons, comment ça, moi, j'ai perdu? J'ai perdu mon graphique en arrière, là, mais bon, je ne sais pas si je peux faire le même constat. Ici, on a quand même un gradient dans les sols cultivés entre la plaine du Saint-Laurent en vert et puis les régions plus nordiques. Là. Donc, en plaine du Saint-Laurent, on a des niveaux matière organique à 2,6, 2,9 intéressants, mais qui sont quand même plus élevés dans des conditions où on a plus souvent des cultures pérennes et des conditions plus froides où la minéralisation est peut-être moins importante. Donc, ça va être important de comparer nos sols cultivés à leurs sols témoins dans les mêmes régions. Puis, il va falloir faire cet exercice-là pour le carbone ou la matière organique de la même façon. Donc, les seuils limites, il faudrait peut-être considérer il y a des considérations régionales en arrière climatiques qui, elles, conditionnent un peu le choix des cultures et le choix ou l'intensité des pratiques qui vont affecter la matière organique des sols. Bien, merci beaucoup pour tous ces compléments d'informations sur vos graphiques aussi. Ça nous permet de mieux comprendre. Dans le fond, je vais avoir une dernière question qui est comme un peu comme, je dirais, la question synthèse de votre présentation. C'est que les gens demandent, si vous avez à résumer vos travaux en quelques phrases, quelle grande conclusion dresseriez-vous quant à l'état de santé des sols du Québec et aussi versus les différentes régions? Selon ce que j'ai présenté à date, sans tenir compte des pratiques particulières de chaque qui sont déployées, là, en général, comme je le mentionne, plus on est dans des conditions de culture annuelle, de culture intensive ou dans des régions où on a plus d'élevage, bien, ces sols-là sont plus dégradés. On peut dire plus dégradés que leur vis-à-vis des sols témoins ou dans les régions où les cultures sont moins intensives. Ça, c'est toujours en moyenne. Maintenant, il va falloir aller regarder plus en détail en fonction, peut-être faire un peu plus abstraction là, de ces grands constats-là en moyenne, mais d'aller voir en plus en détail, est-ce qu'il y a des pratiques, est-ce qu'il y a une intensité de travail de sol ou est-ce qu'il y a l'usage de cultures de couverture ou certaines pratiques de conservation qui permettent justement d'atténuer certains de ces effets-là. Par rapport à la tendance générale, qui est plus on a des cultures annuelles, plus souvent, moins de cultures pérennes, plus de cultures annuelles, plus de travail de sol, plus d'apports en intrants en général, parce que là, on n'a pas détaillé plus d'informations que ça. Là. Mais en général, dans les régions plus chaudes. Est-ce que vous êtes surpris de vos résultats? Est-ce que vous êtes, surpris si c'est plus ou moins? Je ne pense pas. Ce qui est surprenant, c'est que ce n'est pas complètement alarmant là, pour la plupart en moyenne. Là. En moyenne, si on regarde toujours en moyenne, le problème, c'est qu'on a l'impression que tout n'est pas si mal. Là. Et c'est comme celui-ci, le constat au niveau matière organique. Donc, il y a quand même des baisses dans certains cas, mais ce n'est pas complètement alarmant. Là. Si on s'est fixé un seuil de 4 de matière organique ou 2 de carbone total, on voit qu'en général, on n'est pas souvent sous ce seuil-là lorsqu'on est dans l'horizon AP. Là. Ce n'est pas complètement alarmant, mais on voit qu'il y a quand même des considérations régionales et puis il va falloir plus savoir en plus en détail là, dans certaines séries de sols où est-ce qu'on a des constats plus donc, on va amener justement des précisions pour je pense, mieux renseigner en fonction de certaines séries de sols et des pratiques qui sont déployées dans ces séries de sols-là qui peuvent affecter de façon plus drastique là, la santé des sols ou l'état des sols.